Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous pour cette séance intéressante avec Janina Belnar. Merci Anthony, marhaba en arabe, assalamu alaikum, salut tout le monde. La seconde séance est à propos de préparer les effectifs pour l'avenir grâce à l'apprentissage transformateur avec Janine Belner, vice-présidente auprès de Siemens Healthineers. Au niveau national, mais aussi au niveau international. Je vous donne la parole pour nous parler des facteurs les plus importants pour l'apprentissage transformateur et l'économie mondiale. Merci Anthony, vous avez commencé avec une question très intéressante. Pour y répondre, je voudrais dire que la main-d'œuvre est la plus importante, la main-d'œuvre qui construit et qui génère du travail. Pour cela, il faut prendre soin de cette catégorie, il faut l'éduquer de façon régulière, il faut la former de façon régulière pour avoir une meilleure productivité et réduire les coûts et aboutir à des solutions plus innovatrices. Donc, la valeur de toute entreprise réside en la main-d'œuvre. Bien sûr, le meilleur atout pour toute entreprise serait les employés, la main-d'œuvre et qui promeut l'entreprise et les affaires. Donc, il faut investir dans la main-d'œuvre pour générer la meilleure valeur pour la clientèle. Vous avez la parole pour aborder votre présentation. Merci, Anthony. Il est très important de comprendre la dynamique du marché, quels seraient les facteurs macroéconomiques impactant la main-d'œuvre d'aujourd'hui. La partie la plus importante serait la suivante. La population vieillit. Plus d'un demi-milliard de personnes seraient à plus de 65 ans et auraient besoin de services sanitaires. Et ils seraient les consommateurs des soins de santé. Et d'après l'OMS, d'ici l'an 2030, il y aurait une pénurie de 15 millions en matière de soins de santé et en matière de professionnels de la santé, d'où la nécessité de faire face au phénomène du vieillissement de la population. Mais il ne faut pas bien sûr occulter l'importance des professionnels de la santé. Donc, il ne s'agit pas des compétences à former, mais il s'agit aussi de la confiance. Il s'agit d'un nombre très choquant, à mon avis. Il faut bien sûr équiper les professionnels des soins de la santé des compétences nécessaires pour prendre soin de la population vieillissante. 15 millions de pénuries de professionnels des soins de la santé d'ici 2030. Il ne faut pas arrêter l'apprentissage. L'apprentissage est très important tout au long de la vie. Il faut bien sûr écouter les employés, la main-d'œuvre. 2/3 des employés disent que la formation et le développement sont la politique la plus importante de l'entreprise. Plus de 40% des salariés
quitteront l'entreprise au cours de la première année si cela ne se produit pas. Et il y a également la question de la réduction des coûts. Si vous voulez, en tant qu'entreprise, remplacer les salariés qui vont quitter l'entreprise par d'autres salariés, vous auriez besoin de plus de temps pour former les nouveaux salariés pour qu'ils puissent être productifs. Donc, l'impact est très important sur les entreprises, sur les hôpitaux. De plus, ce qui est très important est ce qui suit. Si vous posez la question aux décideurs, il faut bien sûr trouver les moyens innovateurs pour équiper et rééquiper nos salariés des compétences de l'avenir. À mon avis, il est très important d'utiliser les technologies les plus avancées et qui sont disponibles sur le marché. Pour cela, nous avons adopté une approche hybride. Qui combine les technologies, les nouvelles technologies disponibles pour faire de l'apprentissage un processus plus intéressant et plus productif. Je parle du gaming et il ne faut pas bien sûr occulter le côté humain. En tant qu'être humain, nous voulons apprendre et nous n'arrêtons pas d'apprendre tout au long de notre vie. Vous avez commencé par des chiffres très alarmants. Janina, qui serait responsable du processus de skilling et reskilling, équiper et rééquiper les compétences, les gouvernements, les institutions d'éducation ou autres? À mon avis, il s'agit d'un processus multidimensionnel. L'éducation commence à bas âge et ça commence par les écoles et l'université, à partir des jardins d'enfants, passant par le stade primaire jusqu'à l'université. Et il y a également la responsabilité des entreprises et il y a également la responsabilité des salariés. J'ai eu une discussion très intéressante avec Abdo Medlej à propos du rejet de beaucoup de candidats par les universités. Pourquoi? Parce qu'ils ne présentent pas leur demande de candidature, d'où la nécessité d'un dialogue entre les différents acteurs pour avoir une éducation continue répondant aux besoins du marché d'une part et répondant aux demandes de la personne elle-même d'une autre partie. Comment les entreprises pourraient répondre à ce phénomène? Il est très important de suivre l'exemple de Siemens Healthineers. Comment vous pouvez établir un processus d'éducation continue? Qu'est-ce que vous faites au niveau de Siemens Healthineers? Merci, Anthony, d'avoir complimenté notre société. On est le mieux équipé dans ce domaine. Nous mettons l'accent sur l'idée de la formation continue pour permettre aux salariés de s'équiper de nouvelles compétences et de développer les compétences nécessaires pour eux-mêmes et pour la société. Pour cela,
on a établi une plateforme d'éducation où il y a beaucoup d'informations pour tout job, pour tout emploi, et comme ça, les salariés pourraient apprendre à propos des technologies les plus innovatrices et de A à Z. Et à travers cette plateforme numérique de formation, elle est ouverte et elle permet à tout le monde d'apprendre. Il s'agit d'une plateforme de valeur pour l'apprentissage de tout le monde. Chaque jour, cette plateforme permet aux apprentis d'apprendre de plus en plus. Sur ce, j'encourage tout le monde à prendre la peine pour 5 ou 10 minutes d'apprendre sur cette plateforme. Merci, Janina. J'ai lu beaucoup de vos articles sur le secteur privé et sur le processus d'apprentissage de nouvelles compétences. Pourquoi vous investissez dans ce capital humain si vous n'allez pas retenir ce capital humain? Il s'agit d'une approche hybride basée sur la collaboration et qu'il faut co-développer avec notre clientèle. Et ce n'est pas votre employé ou mon employé, il s'agit d'une collaboration qui conduirait à répondre aux besoins du marché et à équiper tous les salariés de nouvelles compétences. Il faut bien sûr utiliser la réalité virtuelle. Il faut qu'il y ait un environnement sain pour pouvoir pratiquer. Parfois, les professionnels de santé n'ont pas l'expérience nécessaire ou bien ils sont vraiment stressés et ils ont besoin de sentir confiants. Et il faut bien sûr les aider à se reconvertir, à renforcer leurs compétences, à gagner de nouvelles compétences en pratiquant à travers cette plateforme de formation hybride. Et comme cela, on combine la force des professionnels de santé et des entreprises de santé et des entreprises d'éducation pour des résultats plus efficaces. Vous avez parlé du domaine des soins de santé. Est-ce que vous appliquez l'apprentissage hybride sur tous les domaines? Il y a bien sûr beaucoup de domaines qui sont aussi importants que les soins de santé comme l'éducation. Néanmoins, je pense qu'il faut trouver les moyens nécessaires pour améliorer l'éducation. Dans certaines occasions, vous cherchez des informations en ligne sur différents secteurs, mais vous n'arrivez pas à trouver les informations nécessaires. Votre processus d'apprentissage ne serait pas bon. Donc, en combinant les différentes parties de formation personnelle, formation en ligne, formation hybride, et à travers la plateforme hybride, vous pouvez poser les questions nécessaires et parvenir aux réponses dont vous auriez besoin. Donc, vous apprenez dans un environnement sain, vous pratiquez dans un environnement sain, vous savez les protocoles relatifs, puis vous revenez dans votre laboratoire pour mettre en pratique, mais vous pouvez le faire avec compétence et en toute confiance dans le domaine des soins de santé et dans d'autres domaines en répétant ce que vous avez appris.
et en apprenant des autres à travers 5 ou 3 ou 10 minutes d'apprentissage en ligne sur notre plateforme hybride et comme cela, les informations seront ancrées dans votre esprit. Il s'agit d'une expérience très impératrice à Siemens. Il s'agit d'un environnement très sain et vous avez mentionné la réalité virtuelle. Qu'en est-il de l'impact de Metaverse sur l'éducation et sur la formation en ligne? Il s'agit d'une question qui se tourne à l'avenir. On est bien sûr familier avec Metaverse, mais les citoyens moyens ne sont pas vraiment familiers avec le Metaverse. Vous avez dans le Metaverse votre avatar et vous aurez votre jumeau d'éducation et vous commencez l'éducation par le jardin d'enfants et à travers votre avatar en ligne, vous pouvez bien sûr apprendre le chinois, le français, l'anglais et dans le monde du Metaverse, vous pouvez apprendre et vous pouvez bien sûr générer et extraire les informations dont vous avez besoin. Vous êtes trop optimiste, Janina. Mais en se tournant vers l'avenir, on peut voir beaucoup d'incertitudes. Dans le monde du Metaverse, il y a beaucoup d'opportunités. Qu'en est-il des défis? À mon avis, il y a le GDPR, il y a la sécurité sibérienne, il y a bien sûr beaucoup de risques. Il y a la confidentialité des informations, comment protéger nos avatars dans le monde du Metaverse. Vous avez un jumeau numérique non seulement dans le domaine de l'éducation, mais également dans le domaine des soins de santé. Je pense qu'il faut être prudent à l'égard de la sécurité sibérienne, à l'égard de la confidentialité des informations. Et je pense qu'il serait très important de ne pas occulter le côté éthique et relatif, parce qu'il s'agit là des êtres humains. L'éthique et la gouvernance sont des questions très importantes et des composantes de cette journée. Je rappelle notre audience qu'ils peuvent adresser des questions en français et en anglais et l'interprétation est disponible dans les deux langues. Nous avons parlé du Metaverse et de nouvelles technologies. Quels seraient les nouveaux horizons technologiques? À l'heure actuelle, nous parlons du quantum computing et nous parlons de l'intelligence artificielle, nous parlons de l'informatique quantique et la possibilité pour tout le monde d'apprendre, d'expérimenter, de pratiquer et de la possibilité d'avoir une éducation efficace, efficiente et efficace. Bien sûr, il y a des moteurs de recherche qui utilisent l'intelligence artificielle. Comment pouvons-nous rendre l'intelligence artificielle plus efficace? Il y a beaucoup de changements et de défis pour l'intelligence artificielle, d'où la nécessité, à mon avis, de faire la différence par des innovations en matière d'intelligence artificielle. Vous parlez d'un apprentissage transformateur au niveau de l'éducation, au niveau des entreprises. Comment la pandémie a pu impacter le paysage de l'éducation, des technologies.
Il s'agit d'une question excellente. Désolée de ne pas évoquer la pandémie. La pandémie a eu un impact très large sur nos processus d'éducation et d'apprentissage. Elle a accéléré l'apprentissage hybride et en ligne. Avant la pandémie, il y avait l'apprentissage et l'enseignement traditionnel dans les classes. Mais avec la pandémie, on a pensé à former les professionnels des soins de santé qui ne pouvaient pas rester dans les classes ou dans le cadre de l'enseignement traditionnel. Donc, je pense que la pandémie ou bien la crise représente une opportunité pour l'apprentissage transformateur de façon plus rapide et pour la transition des classes physiques aux classes virtuelles et en ligne. Et comme ça, les appreneurs transiteraient des classes traditionnelles aux classes en ligne. Est-ce que les apprenants pourraient expérimenter en ligne comme c'est le cas dans les laboratoires? Est-ce qu'ils peuvent expérimenter en ligne comme c'est le cas dans des laboratoires physiques? Oui et non. L'expérimentation est possible en ligne. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé la réalité virtuelle. Je peux vous dire que c'est vraiment imprévisible, c'est vraiment extravagant de voir comment votre cerveau peut vraiment s'adapter. Moi, je peux parler en me basant sur mon expérience personnelle. Donc, c'était vraiment assez admirant de voir comment j'ai essayé, par exemple, de toucher une table qui était devant moi en 3D. Je la voyais comme si c'était une vérité, alors qu'en fait, c'est la vérité virtuelle. Donc, le sentiment était vraiment, vraiment réel, de façon assez choquante, je voudrais dire. Donc, imaginez que vous êtes en train de prendre soin de patients. Donc, c'est vraiment une dimension totalement différente que de prendre soin de ces patients et d'essayer de sauver des vies. Donc, il y a vraiment une certaine affinité ici entre le monde virtuel et le monde réel. Une autre réalité également, à mon avis, c'est donc les jumeaux virtuels. On a déjà parlé de cela, les jumeaux virtuels. Donc, imaginez qu'on a un jumeau virtuel de notre corps. Ça vous permettrait d'être encore plus familier avec vous-même, votre corps. Et là, vous pouvez également adopter des protocoles qui seraient complètement différents grâce justement à l'existence de ce jumeau virtuel. Donc, voilà. Je pense que l'expérience, pour revenir à votre question, c'est vraiment très personnel, c'est possible. Cependant, je pense que le mieux, c'est d'avoir vraiment cette approche hybride où là, vous pouvez être présent de façon présentielle et également virtuelle. Et là, je voudrais par exemple parler justement de l'approche hybride de ce webinaire. Est-ce que vous croyez que c'était une expérience assez agréable ou pas? Et pour vraiment mettre un lien entre le processus d'apprentissage et le monde virtuel, quelle est l'expérience des clients à Siemens? En effet, nous avons développé notre expérience d'apprentissage en nous basant sur les avis des clients, sur les besoins des clients. Malheureusement, je n'ai pas la diapo avec moi, mais je vais essayer de vous l'expliquer. C'est assez intriguant, si j'ose dire. Imaginez que vous êtes un professionnel de santé
et que vous avez prescrit un certain médicament, on va dire. Ou, pardon, vous avez prescrit un scanner, un CT scan pour votre patient. Donc, comme vous savez, nous avons également les technologies d'assistance médicalisée. Et lorsque nous avons installé le système, on a essayé de penser de façon créative comment les professionnels en matière de santé peuvent vraiment utiliser un système euh, pour pouvoir prescrire, pour pouvoir donner des cours virtuels. Donc, si vous croyez que ceci n'est pas suffisant, bien sûr, vous pouvez toujours vous référer à nos formateurs qui sont des formateurs spécialistes pour avoir justement des séances en présentiel. Comme vous savez, il y a bien sûr le cycle de vie du produit et il y a également le cycle de vie de la formation. Et c'est pour ça que quelquefois, vous avez toujours besoin de formation, vous avez besoin d'être à jour. Et c'est pour ça qu'on a peut-être quelquefois besoin de formation de façon continue. C'est vraiment un processus d'apprentissage qui est à vie. Il faut prendre soin des compétences de notre personnel. Super. Là, je veux vous poser une question à propos de la durabilité, la pérennité. Est-ce qu'on peut parler du point de vue du changement climatique peut-être? Est-ce qu'on va vraiment inclure tout le monde si on se projette dans ce monde virtuel ou est-ce qu'il y aurait des gens qui, eux, ne seront pas inclus? Est-ce que vous croyez que cette approche adoptée peut mitiger ou encore mettre fin à ces disparités? C'est vraiment un but en tant que tel et nous faisons de notre mieux pour arriver justement à ce but ultime. On est en train de mettre à disposition ce processus d'apprentissage. On est en train d'adopter une approche démocratique, c'est-à-dire que ce parcours d'apprentissage doit être vraiment mis à disposition de tout le monde. Que vous soyez à Abu Dhabi, au Vietnam, aux Émirats arabes unis ou aux États-Unis, vous devez être en mesure d'avoir accès à ce contenu, à cet apprentissage. Donc là, on est vraiment en train de parler de cette question d'accès à l'apprentissage, d'accès au contenu. C'est pour ça qu'on est en train justement de mettre tout ce contenu en ligne. C'est pour ça, je pense qu'on a vraiment été pionnier en la matière, c'est-à-dire de mettre vraiment à disposition en ligne tout le contenu. Mais si j'ai bien compris, votre question euh, euh, parle également de la pérennité, n'est-ce pas? Et de l'empreinte alimentaire, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, parce que lorsqu'on parle des émissions de CO2, là, on est en train de parler également de la durabilité de notre planète. Donc, imaginez par exemple que vous êtes en train de transférer de votre classe d'une salle de classe à une autre ou d'un hôpital à un autre. N'oubliez pas que là, vous êtes en train d'augmenter également les émissions de CO2 lorsque vous faites ça avec plusieurs personnes. Si mes souvenirs sont bons, je pense que les émissions de CO2 ont baissé d'à peu près 30 000 tonnes en Pologne seulement, grâce justement, si j'ose dire, à la pandémie. Oui. Avec cette accélération justement de contenu, d'apprentissage, on est en train de produire excessivement, massivement un contenu d'apprentissage. Lorsqu'on est en train de parler du principe phare qui est de ne laisser personne pour compte, leave no one behind en anglais, qui est un principe assez important, est-ce que vous croyez qu'on est vraiment sur la bonne voie? Est-ce qu'on doit plutôt travailler en parallèle, d'utiliser des techniques assez traditionnelles? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'on ne doit pas arrêter l'approche classique. Sinon, on serait vraiment réduit à rien.
je pense que les paradigmes changent actuellement beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intensivement qu'au passé. Si vous regardez la dernière décennie, vous voyez que les avancées technologiques ont vraiment projeté l'humanité dans une autre ère. Et là, il y a des paradigmes qui changent énormément. Et là, ce changement s'est effectué sur une seule génération. Et alors, comment est-ce qu'on peut accélérer ou rattraper justement ce changement? Et je pense que c'est cette dynamique qu'on va plus voir à l'avenir. Comment est-ce qu'on peut vraiment être à la hauteur de cette rapidité, de cette accélération? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont travaillé en la matière d'apprentissage et d'éducation pour toute leur vie. Et là, ils doivent vraiment changer. Même moi, même toi, notre génération doit vraiment s'adapter, doit vraiment changer. Et peut-être on ne travaille pas dans le même secteur. Cependant, à l'avenir, je pense que tout cet apprentissage va changer. Et pour tout dire, dans 17 secteurs différents, les modalités de travail ont complètement changé depuis la pandémie. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des compétences qui vont être complètement obsolètes, mais d'autres compétences, bien au contraire, vont émerger et de là, la nécessité justement de développer, d'être à la hauteur, de ce changement et d'adhérer à ces nouvelles technologies pour être justement dans le marché. Est-ce que il y a une réponse à ma question définitive? Oui. Lorsque je parle à toi, j'apprends de toi et tu apprends de moi, enfin j'espère. Et bien sûr, les participants également apprennent. Donc je pense que l'apprentissage ne s'arrête jamais, jamais. On apprend de toutes choses. Vous êtes premièrement un enfant, un garçon, puis vous devenez un adolescent, puis vous devenez un adulte. Et après, peut-être, vous êtes responsable dans une entreprise, donc vous apprenez. Ce processus d'apprentissage ne s'arrête jamais. Et c'est vraiment ce qui fait de nous des êtres humains. C'est notre nature que d'apprendre. C'est une nature assez inhérente à nous. Et pourquoi ne pas apprendre de façon virtuelle également? Donc, il y a des études qui ont conclu que le cerveau n'arrête pas d'apprendre lorsque vous atteignez l'âge adulte. Bien au contraire. Pour nous, les adultes, on considère que nous arrêtons d'apprendre, ce qui est vraiment faux. Bien sûr, on n'apprend pas de la même façon que comme on était enfant. Mais là, je voudrais vous rassurer qu'on n'arrête jamais d'apprendre et que cette idée est une idée erronée, fausse, mais en tant que frère, en tant qu'époux, en tant que responsable, vous n'arrêtez jamais d'apprendre. En effet, vous avez parlé également de l'apprentissage à long terme ou l'apprentissage à vie. Quel est votre message pour les adultes, pour les apprenants qui sont à l'université? Non, pardon. Quelle est votre idée ou quel est votre entendement, votre logique, si j'ose dire, lorsqu'on parle des personnes âgées, les sexagénaires, par exemple? Là, je pense qu'il s'agit vraiment de l'individu. On ne peut obliger personne à apprendre. Nous avons tous notre propre expérience. Peut-être vous étiez éducateur vous-même, peut-être vous étiez avocat, je ne sais pas. Mais je pense que chacun a sa façon d'apprendre et chacun a son propre vécu, sa propre expérience personnelle. Si vous savez ce que vous aimez, ce que vous savez, si vous avez des centres d'intérêt, là, je pense que votre soif d'apprendre ne va jamais être euh, limitée, si j'ose dire. Donc, les nouvelles technologies nous apprennent également comment apprendre. Donc, peut-être j'ai répondu partiellement à votre question. Pour les personnes âgées, je sais que, par exemple, c'est difficile pour eux de se lancer dans cette ère technologique, mais voilà.
je pense que la nature humaine joue un rôle très important parce qu'on est curieux de nature. C'est la nature humaine, on est curieux. Je peux vous parier qu'il y a de nombreuses grand-mères qui ont appris à utiliser l'application Zoom, par exemple, pour pouvoir parler à leurs petits-enfants. Donc voilà, c'est une motivation, c'est une curiosité et c'est un nouveau besoin qui a été créé. Donc je vois de nombreuses personnes âgées qui se sont mis à la nouvelle technologie, qui se sont mis à l'utilisation de téléphones portables, par exemple. Donc là, je pense qu'il s'agit de la motivation personnelle, individuelle et de cette soif non assouvie d'apprendre. Bien sûr, nous savons que ces technologies sont basées sur le e-learning ou encore sur l'apprentissage en ligne. Et là, je voudrais demander à mes collègues, s'il vous plaît, de mettre les questions-réponses. Est-ce que vous pouvez, s'il te plaît, Stéphanie, mettre les questions? Sinon, je vais moi-même continuer à poser des questions. Vous avez dit qu'il y a des centaines de livres et de contenus pour apprentissage en ligne. Qu'en est-il de la qualité de ce contenu? Là, je pense que ce qui est important, c'est de trouver les informations correctes qui vont répondre à vos questionnements à ce moment précis. Donc, n'oubliez pas qu'il faut vraiment former notre cerveau, former à apprendre, former à questionner. Et ça, c'est une réalité que j'ai appris de mes parents, par exemple, de questionner, de ne pas me rendre à l'évidence. Donc, il est vraiment très important de non seulement de mettre en ligne le contenu d'apprentissage, mais également de le mettre à jour. Update. Très intéressant. Nous avons quelques questions. Il y a une question assez intéressante. Basé sur votre expérience, comment est-ce qu'on peut mesurer le parcours d'apprentissage de votre compagnie, de votre société? Est-ce qu'il y a une certaine matrice, par exemple? Donc, voici la question posée par l'audience. C'est vraiment très difficile de répondre à cette question parce que, bien sûr, il y a différents standards et différentes procédures également et régulations ou lois, réglementations. Donc, je pense que c'est vraiment très important d'expérimenter, de faire un testing. Et on ne doit pas apprendre qu'en nous basant sur une seule expérience empirique. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très important déjà d'arriver à une approche assez standardisée. Donc je pense que c'est vraiment très important de se lancer des défis, d'essayer de rompre un peu les préjugés qu'on a, heu, idées biaisées qu'on a et d'essayer tant que possible de vivre cette expérience, cette expérimentation et toujours de s'évaluer. Et pourquoi pas, on pourra peut-être arriver un jour à une certaine matrice. J'adore parce que vous êtes vraiment très optimiste. Une autre question à propos de la réalité virtuelle. Est-ce que la réalité virtuelle crée une certaine isolation de la vie sociale? Parce que là, on est en train de parler d'un monde imaginaire, d'un monde non réel. Donc, vous avez parlé de l'interaction et je pense que cette question, justement, porte sur cette problématique d'interaction. Il y a bien sûr des occasions où l'interaction est réelle, mais d'autres pas. Est-ce que vous croyez qu'avec la vérité, pardon, virtuelle, on va devoir faire face à d'autres problèmes? Je pense que c'est une question très, très intéressante, franchement. Et je ne pourrais vraiment, hem, mettre en exergue l'importance de ce que je vais dire. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des animaux sociaux.
C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de cette interaction, même si cette interaction peut changer de figure ou changer de visage. Il y a bien sûr des gens qui ne le font pas très souvent. S'il y a des gens qui sont complètement dans la réalité virtuelle, là, je pense que voilà, ça devient un peu problématique. Et c'est pour ça que pour le contenu, il essaie tant que possible vraiment de développer cette interaction et de l'appuyer encore plus. Et c'est pour ça, je pense que nous, en tant que personne, il faut vivre plutôt dans cette approche hybride. C'est-à-dire que nous, on a besoin de digérer ce qu'on a appris, d'y réfléchir, de questionner, de penser, de réfléchir. Donc, si on revient à Aristote, par exemple, rappelez-vous comment ses élèves, ses disciples lui posaient des questions. Et là, il a dû peut-être s'isoler, il a dû penser à la réponse qu'il va apporter à ses étudiants. Donc, je pense que c'est vraiment très important de parler de cette composante sociale et il ne faut pas la sous-estimer, loin de là. Mon avis, c'est que la réalité virtuelle en tant que telle ne porte pas ses fruits. L'approche la plus efficace, c'est vraiment d'avoir cette approche hybride. Et voilà, c'est une chose à laquelle j'ai pensé et que j'ai expérimenté moi-même. Et bien sûr, nous avons parlé de cette problématique à Siemens. Si vous coupez, par exemple, un œil ou une peau, n'oubliez pas que quand vous opérez, par exemple, vous mettez des gants. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de vivre cette expérience de façon virtuelle. Lorsque vous opérez, bien sûr, vous avez des étapes, vous avez des procédures à respecter et en général, bien sûr, vous êtes assez familier avec les procédures. Est-ce qu'on peut garder ces mêmes procédures dans le monde virtuel? Là, je pense que c'est un peu plus problématique. Donc, n'oubliez pas que la traduction des compétences du monde virtuel au monde réel est une problématique où c'est vraiment un secteur à découvrir encore plus. Une autre question de l'audience. Une question très, très, très intéressante et là, je pense qu'on peut conclure. Pour revenir au monde des adultes et leur résistance face à l'apprentissage. Une question. C'est très important pour nous en tant qu'adultes d'apprendre, de ne cesser d'apprendre. Mais qu'en est-il si on n'a pas l'opportunité de mettre en pratique ce que nous avons appris dans le monde virtuel, dans le monde réel? Donc, si j'ai bien compris, vous avez appris quelque chose dans le monde virtuel que vous ne pouvez pas mettre en pratique dans le monde réel. Pourquoi? Est-ce que vous manquez de motivation? Moi, personnellement, j'ai fait de nombreuses activités dans le monde virtuel qui sont vraiment très loin de ma spécialité ou de mon domaine de spécialité. Je n'ai pas eu l'occasion ne s'est pas portée donc pour que je mette en pratique ce que j'ai appris, mais j'ai appris et c'est déjà ça. Je peux l'utiliser un de ces jours, mais pour moi, l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond que ça. La question de traduire cette compétence en pratique, c'est vraiment assez personnel. Ne vous sentez pas frustré si vous n'arrivez pas à mettre en pratique immédiatement ce que vous avez appris dans le monde virtuel. Janina, quels sont vos peut-être mots de conclusion? Peut-être un petit conseil, restez curieux, amusez-vous bien lorsque vous apprenez. Voilà. Et voilà, la fin de notre séance aujourd'hui. C'est la dernière séance aujourd'hui. Et demain,
Nous allons commencer à 13 heures. Restez avec nous. Et merci beaucoup. Nous avons encore parlé de la question de l'apprentissage pour tous. Et jusqu'à demain, apprenez et encore apprenez. Merci beaucoup. Très bonne soirée.